Salam alaikum, Azul, Fellawan, Kirakoum, Dairin. Je vais commencer cette vidéo pour rendre hommage à deux grands Algériens, un artiste, l'autre homme politique et libérateur de notre pays à l'époque du colonialisme français. Le premier, c'est l'artiste Marto Blounès, qui a été assassiné le 25 juin 1998 et qui a été enterré le 28 juin 1998, c'est-à-dire c'est la date anniversaire aujourd'hui. Et le deuxième, c'est le grand Mohamed Boudiaf Rabbi Yarhamou, qui a été assassiné lui aussi en Algérie le 29 juin 1992. Donc Rabbi Yarhamou, ces deux profils, un artiste, l'autre politique, qui représentent deux visions de l'Algérie. Le premier, une vision poétique, le deuxième, une vision politique, nationaliste. Et si j'ai choisi de rendre hommage aujourd'hui à ces deux grandes figures de la vie artistique et politique algérienne, c'est parce qu'aujourd'hui, en 2025, il faut se poser la question de la signification du nationalisme algérien. Car vous savez, pendant la colonisation, pendant la glorieuse révolution, il y a eu 5,5 millions de morts qui se sont sacrifiés pour l'Algérie, pour la liberté, pour le drapeau, pour l'honneur, pour la dignité. Il y a aussi malheureusement entre 100 et 200 000 Algériens qui ont été assassinés par nos propres frères pendant cette terrible décennie noire. C'est vrai qu'on n'en parle pas car, évidemment, c'est pas très glorieux que de rappeler que des Algériens ont assassiné d'autres Algériens. Mais je suis obligé d'en parler aujourd'hui, même brièvement, pour dire que les choses ne sont pas si faciles que ça, que parmi le peuple algérien, il y a certes des bons, mais il y a aussi des mauvais. Cela s'est confirmé pendant l'époque de la colonisation, à nouveau confirmé pendant l'époque de la guerre de libération, mais aussi pendant cette terrible décennie noire. Et si j'ai choisi d'en parler encore aujourd'hui, c'est pour partager avec vous certaines réflexions, certaines remarques, certaines interrogations sur la signification du nationalisme algérien, sur la pertinence du patriotisme algérien. Est-ce que le patriotisme algérien ou le nationalisme algérien se réduit à cette phrase si célèbre dans le monde entier, 1, 2, 3, viva l'Algérie? Vous avez remarqué, il n'y a pas de mot arabe dans ces 1, 2, 3, viva l'Algérie. C'est de l'anglais, presque du latin et du français, mais ni du berbère, ni de l'arabe. Donc ça en dit long hein, sur la signification et du nationalisme algérien et de ce qui fait la fierté du peuple algérien aujourd'hui. Vous l'avez compris, cette introduction pose la question de la profondeur de notre patriotisme. Vous savez, je vous parle souvent de ce personnage qui a travaillé au nom de l'État algérien, au nom du drapeau algérien, Abdeslam Bouchouara, ministre de l'Industrie à 2 reprises, s'il vous plaît. Il faut le voir pour y croire. Cet homme-là a signé des documents, des contrats au nom de l'État algérien, du peuple algérien, des martyrs algériens, mais pas pour défendre l'Algérie, non, pour défendre un autre pays. Cet autre pays, c'est celui-ci, c'est la France. La France qui, comme vous le savez, nous a colonisés pendant si longtemps. C'est la France qui a fait de l'Algérie le pays du casier judiciaire. Oui, c'est comme ça que le grand journaliste, romancier, poète Guy de Maupassant appelait l'Algérie. La France a transformé l'Algérie en pays du casier judiciaire, c'est-à-dire un pays qui était voué à être obligé de recevoir tous les délinquants français, tous les voyous, tous les malfrats, tous les escrocs, ceux qui avaient
un casier judiciaire noir en France était envoyé dans notre pays. Vous imaginez comment la France, qui se targue d'avoir civilisé l'Algérie, a réduit l'Algérie à être la poubelle de Paris. Vous imaginez? La France a réduit l'Algérie à être la poubelle, Hachakoum, de Paris. On n'en parle pas. Alors c'est vrai que si c'était Rachid Nekaz qui le disait, on dirait « Oh, mais il exagère, Rachid Nekaz ». Non, c'est un Français. À partir de 1881, lorsqu'il a été envoyé par un journal qui s'appelle Le Gaulois, donc a fait plusieurs séjours en Algérie. Il a regardé froidement la situation du colonialisme en Algérie et a regardé les rapports entre les colons et les Algériens. Et il a rappelé que la France avait utilisé l'Algérie comme elle avait utilisé aussi la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie pour envoyer tout ce dont elle ne voulait plus voir la présence en France, c'est-à-dire les malfrats. Je rappelle cet élément historique important pour vous dire que ces malfrats ont généré d'autres malfrats au niveau local, notamment la famille de ce monsieur-là. Bien sûr, je ne l'ai pas généralisé. Son père était au service de la France, lui, à nouveau, a été au service de la France. Je ne vais pas évidemment généraliser, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire que depuis 200 ans, notre pays a été malmené, a été sali, a été souillé, a été trahi par ses propres enfants qui ont une généalogie pas si claire que cela. Vous m'avez compris, car la France coloniale a laissé et fait beaucoup de dégâts en Algérie, beaucoup de dégâts. Et quand vous voyez ces hommes-là avec son adjoint que la France défend matin, midi et soir, son adjoint qui était haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie pendant tellement longtemps et qui à 50 ans s'est improvisé écrivain et qui à 75 ans a décidé de renier son identité algérienne pour retrouver l'identité dont il rêvait depuis si longtemps avec son chef, Abdeslam Bouchouareb. Et ce n'est pas étonnant que ces deux personnages de l'État algérien, lui en tant que ministre et son adjoint en tant que haut fonctionnaire, sont défendus bec et ongle par l'État français. Oui, bec et ongle par l'État français. L'État français les défend tous les jours, tous les jours. L'État français à la tête duquel, évidemment, le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui n'a eu aucun problème à me mettre en prison. Pourtant, je suis auteur bien avant l'auteur algéro-français. J'ai publié 6 livres, notamment aux éditions Robert Laffont, qui est la plus grande maison d'édition française. Donc Emmanuel Macron, qui veut donner des leçons de justice et de droits de l'homme à l'Algérie, a été le premier à mettre en prison un Algérien, écrivain algérien, en prison, né en France et qui a été français pendant 40 ans. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui soutient-il? Il soutient des ministres algériens corrompus qui préfèrent la France à l'Algérie et il soutient un ancien haut fonctionnaire algérien au ministère de l'Industrie qui a travaillé pendant si longtemps à servir les intérêts économiques, industriels de la France. Donc ne soyez pas étonnés que le président de la République française aujourd'hui soutienne des hommes qui font partie de la 5e colonne française en Algérie au plus haut niveau de l'État algérien. Je vous l'ai dit, la France a fait de l'Algérie le pays du casier judiciaire, mais la France en 62, en partant, a laissé ses enfants, eh oui, elle a laissé ses enfants continuer à défendre les intérêts de la France. Alors vous savez pourquoi l'État français est si fâché avec moi? C'est qu'il pensait que, étant né en France, ayant passé toute ma scolarité en France, j'allais, en grandissant, défendre les intérêts de la France. Oui, je défends les intérêts de la France quand il s'agit de valeurs de justice, d'égalité, de fraternité, mais je ne défends pas les intérêts de la France quand il s'agit de corruption, quand il s'agit de domination, de néocolonialisme et de voler les ressources naturelles des pays du tiers-monde, notamment les pays africains et en particulier l'Algérie. Ça non.
car je défends des valeurs universelles, je défends la liberté et la justice, mais jamais je ne défendrai l'injustice. Et cette attitude prédatrice de l'État colonial et de l'État néocolonial français, ça c'est hors de question. Je ne serai jamais un Abdeslam Bouchouareb, je ne serai jamais un lâche comme Kamel Daoud, ni un traître aux intérêts énergétiques algériens, comme cet auteur algéro-français, car il faut appeler un chat un chat. Un homme qui bénéficie aujourd'hui d'une retraite de l'État algérien et qui passe son temps à dénigrer l'Algérie et ses valeurs, ça porte un nom, ça s'appelle un traître. Donc malheureusement dans notre pays, il y avait et il y a encore au plus haut niveau de l'État et des institutions algériennes non seulement des lâches, mais des traîtres. Des lâches et des traîtres car, comme je viens de vous le dire, la période de domination liée à la colonisation qui a duré 200 ans a laissé des séquelles extrêmement profondes au cœur de l'État algérien. Ça ne date pas de 62, ça date de 1830. Quand la France a fait de l'Algérie le pays du casier judiciaire, c'est-à-dire des voyous, des malfrats, des infréquentables, vous croyez que parce que tout d'un coup en 62 on a eu un drapeau, que tout était blanc, tout était vierge, tout était beau? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut être lucide. La fin de la colonisation n'a pas sonné le glas à la fin de la corruption, à la fin de la domination. Non. Non. Et non. De la colonisation à l'indépendance, l'Algérie n'est pas devenue vierge. Non. Et non. Et non. On ne fait pas table rase en 24 heures ou en 1 an ou en 10 ans ou en 60 ans de 132 ans de forfaiture, 132 ans de malheur, 132 ans de souffrance, 132 ans de vol, de famine, d'escroquerie, d'avilissement des valeurs traditionnelles de l'Algérie. Non, c'est pas aussi simple que ça. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est la raison pour laquelle, bien qu'ils portent le même costume et la même cravate ou la même chemise, ici il y a l'instant dominateur, et ici il y a l'instant du dominé, de l'homme servile qui, bien que travaillant au nom d'un président algérien et d'un drapeau algérien, dans la réalité, le dominé continue à servir le dominant. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Même s'il arbore le drapeau algérien, en façade, dans son cœur, il continue à rêver du drapeau du colonisateur. Et c'est la raison pour laquelle des hommes comme lui, il y en a des centaines, des milliers en Algérie, vous savez. Sur 46 millions d'Algériens, il y a des millions des milliers de Abdeslam Bouchouareb qui, aujourd'hui encore, en 2025, continuent à défendre les intérêts de la France au lieu de défendre les intérêts de l'Algérie. Je vous parle régulièrement de la Sonatrach. La Sonatrach est capable, aujourd'hui par exemple, de dire que nous accordons un contrat à l'entreprise française corrompue, totale, condamnée pour corruption en Algérie, condamnée pour corruption en France, condamnée pour corruption aux États-Unis, et une semaine après, la même Sonatrach interdit à ses cadres d'aller voyager en France. Vous imaginez le niveau de schizophrénie qu'il y a dans notre pays? Vous imaginez les dégâts de la colonisation, de la domination, du néocolonialisme dans le cerveau de l'Algérie aujourd'hui? Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez les problèmes psychanalytiques qu'il y a chez les responsables algériens qui travaillent, en tout cas qui sont censés travailler pour défendre
l'Algérie. Vous imaginez? Comme Abdeslam Bouchoualeb. Vous imaginez ce qu'il y avait dans sa tête? Il était ministre de l'industrie algérienne, mais il donnait des contrats, il servait les intérêts de la France. Ben, la Sonatrach, c'est pareil. La Sonatrach, on a des Algériens à la tête de la Sonatrach qui sont censés défendre au mieux les intérêts gaziers et pétroliers de l'Algérie. Mais dans les faits, que fait la Sonatrach? Elle continue à servir les intérêts français de Total, par exemple, ou de Engie, c'est-à-dire Gaz de France. Mais c'est plus fort que... Car ça fait 200 ans que l'Algérie est le pays du casier judiciaire, un pays qui est meurtri de l'intérieur. Nous avons un problème psychanalytique extrêmement profond depuis le plus haut niveau de l'État et des institutions algériennes jusqu'au simple citoyen algérien. Regardez le simple citoyen algérien. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. L'Algérie n'y échappe pas aux difficultés. Le citoyen algérien préfère, écoutez-moi bien, mourir en mer, c'est-à-dire faire le sacrifice de sa vie en mer Méditerranée, plutôt que d'essayer de travailler en Algérie, de construire l'Algérie. Vous imaginez la déflagration morale, nationale, patriotique, émotionnelle qu'il y a dans le cerveau de l'Algérien, qu'il soit ministre, comme Abdeslam Bouchoualeb, qu'il soit auteur, comme Kamel Daoud, ou qu'il soit un simple citoyen qui préfère prendre le risque de sacrifier sa vie en mer Méditerranée plutôt que d'essayer de travailler honnêtement, pas à pas, pour construire une vie meilleure pour lui, pour sa famille, pour son village, pour sa ville, pour sa wilaya, pour son pays. Vous imaginez? Vous savez, je sais que certains n'aiment pas quand j'aborde ces sujets-là, mais c'est exactement pareil. L'Algérien, qu'il soit PDG de la Sonatrach ou simple citoyen, il préfère aller ailleurs. Il préfère vendre l'âme de son pays, vendre les intérêts de l'Algérie, à condition d'avoir un échange ou un petit papier en France, ou un petit appartement à Paris, ou à Monaco, ou à Nice. Oui, il est prêt à vendre son pays. Et vendre son pays, vous savez quelle est la conséquence directe? Il est prêt à vendre sa mère. Parce que l'Algérie, c'est notre maman à nous. Vous imaginez? Tout ça pour avoir un petit papier en France ou un petit appartement à Paris. Comme Abdeslam Bouchoualeb. Abdeslam Bouchoualeb, il a vendu l'Algérie. Pourtant, il était payé par l'Algérie. Il a vendu l'Algérie pour avoir un appartement devant Notre-Dame. Non, il n'a pas acheté un appartement devant la mosquée de Paris. Non, non, non. Il a acheté un appartement quand il ouvre la fenêtre. Au 21 quai Montebello, il a la cathédrale Notre-Dame. Tous les jours, il entend, toutes les heures. Il n'entend pas le adhan 5 fois par jour. Non, il préfère entendre la cloche de la cathédrale Notre-Dame. Vous comprenez le sens de mes remarques? Vous comprenez l'état de déflagration qu'il y a au sein des institutions algériennes, au sein de l'âme algérienne. Que ce soit le Harag ou le ministre, c'est exactement pareil. Ils rêvent de la France. Vous savez, moi, je ne rêve pas de France. Je suis né en France. Moi, la France ne me fait pas rêver. La preuve, je ne me suis pas marié avec une Française, je me suis marié avec une Américaine. Donc, c'est l'Amérique qui m'a fait rêver à l'époque, quand j'étais jeune. Mais la France ne m'a jamais fait rêver. Pourquoi? Parce que j'ai vécu dans une cité, j'ai vécu dans la misère, dans la difficulté, dans la souffrance. Mes parents n'avaient pas été à l'école. On habitait pendant 25 ans dans une cité transit. On devait y rester 6 mois. Donc moi, la France ne m'a pas fait rêver du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai pas de complexe d'infériorité par rapport à la France. Comme ce ministre algérien qui est né dans un village en Algérie, dont le père a trahi l'Algérie pour la France. Comme les Harag. Vous savez, il y a des Harag qui ont même un travail en Algérie. Ils sont payés 2, 3, 4, 5 millions de centimes. Mais non,
يقول لك non, أنا نبغي نعيش في فرنسا, نروح لفرنسا كيما الناس. C'est un phénomène mimétique, le mimétisme. Incroyable. Vous savez, on a un problème psychanalytique extrêmement grave, extrêmement profond. Vous savez, je rêvais d'Amérique quand j'étais jeune, parce que je ne rêvais pas de France, mais je n'ai jamais voulu avoir la nationalité américaine. Jamais. Vous entendez? Jamais. En 2013, j'ai renoncé à ma nationalité française de naissance. Et aujourd'hui, je suis exclusivement algérien, mais je n'ai jamais voulu devenir américain. Jamais. C'était les valeurs de liberté qui m'intéressaient aux États-Unis. La liberté, l'esprit d'entreprendre, qu'il n'y a pas de limite dans les rêves. No limit in USA. No limit. C'était ça qui m'intéressait. Et qu'il n'y avait pas de fatalité. C'est aussi ça l'Amérique. Vous savez, en Amérique, vous démarrez en Amérique, vous n'avez rien. Dans 3, 4, 5, 10 ans, vous pouvez devenir un grand homme, un grand monsieur, un grand entrepreneur. Vous avez vu l'exemple de la Silicon Valley, que je connais bien, vous le savez. En Californie, ce sont des hommes et des femmes qui ont commencé avec pratiquement rien. En Amérique, le rêve est possible. Bien sûr, il y a de la pauvreté, bien sûr. Mais la pauvreté en Amérique, ça n'a rien à voir avec la pauvreté en Afrique. Ça n'a rien à voir. Vous savez, l'Amérique ne vous le dit pas, mais si vous n'avez pas de défaut, j'aimerais dire, lié à l'alcool, hashakoum, ou à la drogue, vous pouvez vivre tranquillement aux États-Unis. Mais les États-Unis ne veulent pas dire qu'ils ont un modèle social. Car la différence entre le modèle social américain et le modèle social français, c'est que en France ou en Europe, il y a des droits sociaux. Aux États-Unis, il n'y a pas de droits. Il faut demander. Voilà l'énorme différence qu'il y a entre l'Europe et les États-Unis. Mais sur le plan de la réalité, c'est pareil. Si vous ne fumez pas aux États-Unis, si vous ne buvez pas d'alcool et si vous ne vous droguez pas, vous pouvez vivre chichement aux États-Unis. Vous pouvez me croire, ça fait 28 ans que j'y viens régulièrement. En tout cas, ce drapeau-là ne m'a jamais fait rêver. Car pour moi, la France, c'était les cités. C'était, à 15 ans, mes copains qui sont morts d'overdose. C'était l'échec scolaire de la majorité des copains qui étaient avec moi à l'école. Car la France, à l'époque, aujourd'hui encore moins, aujourd'hui elle fait des rafles. À l'époque, elle laissait les jeunes maghrébins ou noirs africains aller dans les filières techniques pour pas qu'ils fassent des longues études. Oui, à l'époque, dans les années 80, 90, le système social français ne favorisait absolument pas les nord-africains ou les noirs africains à faire de longues études. On leur disait non, faites un petit CAP, boulangerie, soudeur ou BEP. Non, surtout pas. Ça sert à rien le bac. C'est comme ça qu'on parlait aux jeunes dans les collèges et dans les lycées. Non, c'est pas la peine. Faites un métier manuel, c'est mieux. Comme ça, vous allez pouvoir aider vos parents. C'est comme ça que les enseignants parlaient aux collégiens dans les lycées et dans les collèges de la République française. Et aujourd'hui, vous avez vu le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, comme je vous l'avais dit en juin-juillet 2024, je vous ai dit, il va arriver un moment, on va assassiner les Français d'origine étrangère et on va les rafler. On va organiser des rafles. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant 2 jours. Il y a eu plus de 4700 policiers qui ont été mobilisés pour faire des rafles dans les trains, dans les gares. Eh oui, ça c'est la France des ténèbres. Il y a aussi bien sûr la France des Lumières, la culture, la démocratie, l'état de droit, etc., etc. Bien sûr, ça existe. Mais la France des ténèbres, elle existe aussi. La France des coups d'État, des assassinats politiques, des kidnappings, des rafles. Les 76 000 juifs qui ont été dénaturalisés, qui ont été envoyés dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. La France qui a supprimé la nationalité française au général de Gaulle. Vous imaginez, la France a supprimé, a ôté, a enlevé la nationalité française au général de Gaulle, mais elle a donné à Kamel Daoud. À cet auteur algéro-français incroyable. Et la France, elle est
très difficile à cerner, à analyser. Mais je vous raconte ça pour vous dire que la France ne m'a jamais fait rêver. Jamais. Mais malheureusement, des gens comme Abdeslam Bouchouareb, comme Kamel Daoud, comme cet auteur algéro-français, ou les Haraga, eux, rêvent de la France. Oh là là. Pour eux, c'est le paradis, bien sûr. Bon, pour lui, c'est facile. Hein. Il est à Monaco, dans le sud de la France, avec les milliards qu'il a pris au peuple algérien. Bien sûr que la France est magnifique, puisque la France, elle le protège. L'Algérie le condamne à 5 fois 20 ans de prison. Et la France, elle dit quoi? Elle dit, moi, je ne respecte pas la justice algérienne. Moi, France, moi, Emmanuel Macron, moi, l'ami d'Abdeslam Bouchouareb, moi, je protège les corrompus. Moi, Emmanuel Macron, je protège les corrompus comme Abdeslam Bouchouareb. C'est magnifique, la France. Et cette France-là n'a pas de problème à recruter des généraux. Hein, vous en souvenez? Doula Madania Michi Askaria. Mais regardez ce que fait la France. La France, elle dit Doula Askaria Michi Madania. Oui, la France, elle nomme des généraux, comme le général Denis Favier, comme vice-président de Total, pour défendre les intérêts de la France. Ouais. La France, c'est Doula Askaria Michi Madania. C'est un État militaire. Et pas civil d'ailleurs, ce monsieur, quand il était directeur général de la gendarmerie française. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des convocations à des locataires d'un immeuble que je gérais, à Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires s'ils ne répondaient pas aux convocations et s'ils ne portaient pas plainte contre Rachid Nekaz. Voilà ce qu'a fait ce monsieur. Vous voyez, vous croyez que la France est un pays, c'est un État civil? C'est un État militaire. La preuve, la gendarmerie française envoie des convocations où elle menace des citoyens de poursuites militaires. Militaires. C'est pas en Algérie, hein, c'est en France. Et c'est le général Denis Favier qui a fait ça. C'est pour ça que j'ai porté plainte contre lui. Il est mis en examen, mais il est toujours en liberté. Il est même vice-président de Total et il défend les intérêts de la France. Car la France n'a pas de problème avec les militaires. Hein. Vous connaissez De Gaulle? C'est quoi son statut? Général de Gaulle. Lui, c'est quoi son statut? Général Denis Favier. La France n'a pas de problème, État militaire, civil. Ils mélangent tout, ils n'ont aucun problème. Et d'ailleurs, les États-Unis, parce qu'on va parler des États-Unis aussi. Certains me disent, mais pourquoi tu ne parles pas des États-Unis? Ben, on va en parler. Ça me dit quelque chose? Eisenhower, ça me dit quelque chose ou pas? Il a eu 2 mandats. Il était 2 fois président. Général Eisenhower. Eh oui, les États-Unis aussi ont eu des généraux présidents de la République. Général Eisenhower. Colin Powell, ça vous dit quelque chose? Colin Powell. Ancien héros de la guerre en Irak. Ancien secrétaire d'État, c'est-à-dire ancien ministre des Affaires étrangères. Affaires étrangères. Général Colin Powell. L'Amérique n'a pas de problème avec les généraux. Et ils disent pas, oh, Doula, Madania, Mchi Askaria. Mais arrêtez de rêver, arrêtez de rêver. L'armée, quand elle est nationaliste et quand elle est patriote, c'est un élément fondamental pour défendre les intérêts d'un pays. Général de Gaulle, général Eisenhower, général Denis Favier. Je continue? En 1871. Pourquoi Cheikh Haddad et Cheikh Mokrani ont fait soulever tout un peuple contre la France, l'État colonial français? Vous savez pourquoi? Car Cheikh Haddad et Cheikh Mokrani, donc en Kabylie, on ne voulait pas que les colons civils prennent le pouvoir en Algérie. Ils voulaient que ce soit les militaires français qui gèrent l'Algérie. Vous saviez ça ou pas? La révolte de Mokrani, de mars, avril jusqu'à janvier 1872, elle a été déclenchée car les Algériens refusaient un État civil en Algérie. Ils voulaient un État militaire. Ah, personne ne vous l'apprend, ça. Évidemment, parce que l'histoire, beaucoup pensent que ça ne sert à rien, l'histoire. Vous savez, l'histoire, c'est la clé du présent et la clé de l'avenir. L'armée est très importante pour défendre les intérêts d'un pays.
Les militaires sont très importants pour défendre les intérêts d'un pays, surtout quand il y a des pressions étrangères, comme la pression de ce général français Denis Favier, vice-président de Total, qui exerce des pressions matin, midi et soir sur l'Algérie pour obtenir des contrats de gaz et de pétrole en Algérie. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, de mettre en place un conseil de surveillance au niveau de la Sonatrach. Sonatrach a un conseil d'administration avec des civils. Il faut un conseil de surveillance avec un vice-président militaire, un général, qui surveille tous les contrats, supervise tous les contrats signés par le président de la Sonatrach. Et dans ce conseil de surveillance, il y aura des représentants du peuple algérien, des experts en énergie, des représentants de la société civile et des partis politiques algériens. Si on ne fait pas ça, évidemment que ce général-là, il va appeler le président de Sonatrach, il va dire « Chof, atteignez contrat tout de suite, il va lui dire « Je veux du contrat de gaz, contrat de pétrole ». C'est ce qui se passe. En 2016, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, dès qu'il est arrivé à la tête? Il a porté plainte contre l'Algérie. Oui, général Denis Favier, avec le Total a porté plainte contre l'Algérie pour obtenir 25 ans de gaz gratuit sur le site de TFT. TFT, j'ai même publié une vidéo où j'étais devant le site de TFT. Eh oui, 25 ans de gaz gratuit sur le site de TFT à cause de ce monsieur-là. Alors, que dire? On peut bien sûr sombrer dans le populisme, dans la démagogie. Ah, doula madaniya, meshi askariya. Mais vous croyez que Outradoul, c'était quoi? C'était un général, Outradoul, qui était président de la Sonatrach et qui a dilapidé les richesses du pays. Vous croyez que Mohamed Meziane, avant lui, qui était président de la Sonatrach, vous croyez que c'était un général? Pas du tout, c'était des civils. Vous croyez que Ouiyahia, c'était un général? C'est un civil. Vous croyez que Abdeslam Bouchouabeb, c'est un général? C'est un civil. Vous croyez que Ammar Saïdani, c'est un général? C'est un civil. Vous croyez que Farid Bejaoui, c'est un général? Non, c'est un civil. Ou la Nassim Outradoul, vous croyez que c'est un général? Non, c'est un civil. Vous voulez que je vous en cite combien comme ça? Combien? L'écrasante majorité de ceux qui sont corrompus en général sont des civils. Donc, si vous croyez que parce que vous allez continuer à mettre des civils, que l'Algérie va lutter contre la corruption, vous vous voilez la face, vous vous faites des illusions. Ce n'est pas les civils qui vont lutter contre la corruption, ce sont les mécanismes que vous allez mettre en place. C'est ça qui permet de nous protéger de la corruption. Là, vous avez par exemple la Sonatrach. Vous n'avez que des civils à la tête de la Sonatrach. Et la Sonatrach a toujours été corrompue. Et pourtant, il n'y a que des civils. Tous les scandales, Sonatrach 1, Sonatrach 2, c'est que des civils. Il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de colonels, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de commandant. Il faut mettre en place des mécanismes de surveillance à tous les niveaux. Au niveau des wilayas, au niveau des ministères, au niveau des entreprises publiques. Si vous ne mettez pas des mécanismes de surveillance et de contrôle, de contre-pouvoir, mais évidemment, il y a tellement d'argent en jeu, il y a tellement de milliards en jeu, évidemment qu'ils vont s'entendre entre eux, ils vont magouiller entre eux, et ils vont dilapider les richesses du pays. Et c'est ce qu'a fait notre ami Abdeslam Bouchouabeb. Évidemment, quand on est ministre, il n'y a pas de contre-pouvoir. Qui va lui dire le contraire? Il dit rayo. Il dit rayo. Je connais vraiment. واحد وزير في البلاد ولا والي شكون يهضر معاه ولا رئيس البلديه حتى واحد ما يهضر معاه. Donc ils signent des contrats de gré à gré, c'est-à-dire il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et c'est pour ça que la corruption, elle est reine en Algérie. Et depuis 63, depuis la création de la Sonatrach en décembre 63, il n'y a jamais eu de mécanisme de contrôle. Et c'est pour ça qu'il y a des scandales à répétition de corruption. À votre avis, pourquoi l'Algérie perd 95% des arbitrages internationaux? Arbitrages internationaux, c'est-à-dire quand une multinationale porte plainte contre l'Algérie, contre la Sonatrach, auprès des tribunaux internationaux, l'Algérie perd toujours. 95% des procès, on les a perdus. Mais parce qu'à la tête de la Sonatrach, vous avez un service juridique, il n'y a que des civils qui font exprès de faire des contrats très légers, qui ne protègent pas assez l'Algérie, et parce qu'ils s'entendent avec les multinationales pour avoir de l'argent dans les comptes à l'étranger, c'est tout.
Et Total, c'est ce qu'elle fait. Total a des comptes spéciaux pour les gouvernements et pour les responsables et fonctionnaires des grandes entreprises de pétrole et de gaz en Afrique et en Asie. Et c'est là où elle leur envoie, leur met leur argent, leur code-part. Ouais, c'est connu ça. Vous n'avez pas besoin de Rachid Nekaz pour le découvrir. Mais parce qu'il n'y a personne pour contrôler la Sonatrach. Regardez au Nigeria, c'est la même chose. Le Nigeria a une entreprise les plus corrompues au monde. Parce que c'est pas que les Africains sont corrompus, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. À votre avis, pourquoi dans les grandes entreprises, au niveau de l'architecture, le management des grandes entreprises, il y a deux structures. Conseil d'administration, conseil de surveillance. C'est parce que le conseil de surveillance, comme le mot l'indique, surveille ce que fait le conseil d'administration. Mais en Algérie, ils sont où les conseils de surveillance? Donc, hop, ils magouillent entre eux. Et c'est pour ça que l'Algérie, elle a des scandales de corruption à répétition. Alors, le président de la République, vous savez, il veut aider le pays, mais il faut lui soumettre des idées pour lutter efficacement contre la corruption. C'est comme dans une wilaya. Le wali tout seul, s'il n'a pas de contre-pouvoir, il risque de faire des bêtises, évidemment, parce que c'est tellement tentant. C'est pour ça que j'ai proposé depuis 2014 qu'il y ait un vice-wali qui s'occupe que de l'économie. Donc en clair, le wali s'occupe de tout ce qui est administratif, et le vice-wali, donc Naïb el-Wali, s'occupera d'économie. Et chacun va surveiller l'autre. Il faut faire la même chose au niveau des ministères. Il faut un ministre et un vice-ministre. Et de préférence, un ministre civil et un vice-ministre militaire. Pareil pour les wilayas, pareil pour la Sonatrach, pareil pour toutes les entreprises publiques. Si on ne n'institutionnalise pas des contre-pouvoirs au niveau de tous les ministères et de toutes les entreprises publiques, préparez-vous à entendre de façon régulière des scandales de corruption. Et c'est normal, car l'Algérie n'a pas mis en place des structures de surveillance. Et quand vous avez une entreprise comme Sonatrach, qui gère 96% des devises de tout le pays, et qu'il n'y a aucun organisme de surveillance, vous croyez que c'est normal? Mais évidemment qu'il va y avoir des abus. N'importe qui contrôle 96%. Vous savez, il y avait le FLN parti unique, et bien nous avons la Sonatrach qui est la banque unique. Vous avez une vingtaine de personnes qui contrôlent sans aucune surveillance 96% des devises du pays. Et que fait l'élite algérienne? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle de ça. Moi, je me suis dit, on est algérien, on est patriote, on est nationaliste. Normalement, tous les Algériens devraient être informés, s'informer, proposer des idées pour savoir comment est gérée la Sonatrach. Comment sont gérés les 96% des devises du pays? J'ai l'impression que les intellectuels, les économistes, les journalistes, les experts en énergie, j'ai l'impression que tout le monde s'en lave les mains. Donc, la France a fait de l'Algérie le pays du casier judiciaire, et j'ai l'impression que l'indépendance de l'Algérie a fait des Algériens des locataires, c'est-à-dire, voilà, on ne se sent pas propriétaire du pays. Donc, on entend des scandales de corruption à répétition, et chacun, hop, tourne la tête de l'autre côté, hop, à gauche, ou là, à droite. Alors, est-ce qu'on va continuer comme ça? On va continuer à entendre des scandales de corruption, des contrats donnés à Total ou je ne sais qui, sans réfléchir, sans essayer de débattre par exemple, d'apporter des solutions. Vous n'avez pas envie que ça s'améliore? Et là je m'adresse à l'élite algérienne. Vous n'avez pas envie de dire quelques mots sur ce qui se passe pour aider notre président à lutter contre la corruption, à lutter contre la 5e colonne comme Abdeslam Bouchouareb qui est toujours protégé par la France. Oui, il n'est pas tout seul, Abdeslam Bouchouareb, il y en a des milliers, attention. Hein. À l'étranger et en Algérie, il y en a des milliers qui préfèrent la France à l'Algérie. Donc l'élite algérienne, vous n'avez pas envie d'essayer calmement, de façon pédagogique, constructive, d'aider notre pays avec vos réflexions, vos analyses, vos propositions. Bien sûr, éloigné de toute démagogie, de tout populisme. Parce que le discours classique qui tendrait à dire « Ah oui, ils sont tous pareils », bon, ça va, c'est bon.
Ok, on est adulte maintenant, je pense qu'on peut avoir un échange, des débats construits, avec des arguments, sans être obligé à chaque fois de dénigrer l'adversaire. Je pense que être un pays adulte, avoir une élite adulte et responsable, c'est être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on peut essayer tous ensemble de faire, faire en sorte que le débat soit utile à la fois pour l'opinion publique algérienne et pour les décideurs algériens. Car évidemment, parmi les décideurs algériens, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens patriotes, il y a des gens nationalistes, mais il y a aussi évidemment une bonne partie de corrompus, de mauvais, d'incompétents, et qui sont beaucoup plus attachés à leurs privilèges qu'à l'intérêt général du pays. C'est la raison pour laquelle ma démarche est et sera toujours de soutenir le programme du président dans sa lutte contre la corruption et faire en sorte, là où je suis, d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces bribes de réflexion concernant la signification du nationalisme algérien en 2025. J'espère que ce n'est pas simplement 1, 2, 3, viva l'Algérie, mais c'est aussi défendre les intérêts vitaux et souverains de l'Algérie, notamment essayer ensemble de protéger cette entreprise contre les prédateurs, contre les délinquants financiers et contre cette 5e colonne qui ne veut pas que l'Algérie se développe. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham Chouad.